1790 apparaît comme l'année de stabilisation politique avec la fête de la Fédération. La population prête serment à un roi qui détient désormais le seul pouvoir exécutif au sein de la première constitution française qui est adoptée en 1791. Le roi dispose d'un veto suspensif de 6 mois afin de contrôler les débats de l'Assemblée nationale, qui est élue au suffrage censitaire et dispose de l'ensemble du pouvoir législatif. Les oppositions se structurent. Du côté monarchiste, où des franges de plus en plus radicales quittent le pays pour essayer de structurer une armée et pousser les puissances européennes à intervenir contre la France révolutionnaire. De l'autre côté, des clubs, qui sont des cercles réunissant des citoyens pour débattre de questions politiques. Donc des clubs qui réunissent des citoyens, s'appuient sur une presse vivante et libre, et eux désirent réduire les pouvoirs du roi au profit d'une assemblée qui devrait être élue non pas au suffrage censitaire, mais au suffrage universel. Pour soutenir tout compte fait la Constitution, on a un groupement qu'on a appelé les monarchiens, c'est-à-dire des monarchistes modérés qui veulent concilier à la fois le pouvoir royal, le respect de l'autorité de l'État et un certain conservatisme social pour affirmer la domination de la bourgeoisie. Si l'année 1790 apparaît comme une année de compromis et de stabilité, se pose cependant la question religieuse. Le 22 juillet 1790, l'Assemblée constituante promulgue la Constitution civile du clergé. Les propriétés de l'Église, devenues biens nationaux, sont vendues pour garantir les missions d'assignat. Les prêtres et les évêques sont désormais élus par les fidèles et deviennent des salariés de l'État auxquels ils doivent prêter fidélité. Un peu plus de la moitié du clergé va prêter serment, alors que 48% vont refuser ce serment. L'Église se divise donc entre jureurs et réfractaires. Cette division 50-50, pour faire simple, ne veut cependant pas dire grand-chose. Effectivement, le refus du clergé se concentre dans des régions qui vont être hostiles à la Révolution, non pas tant sur des questions politiques, mais plus sur des questions religieuses et sociales. C'est-à-dire, tout compte fait, des questions culturelles. On va voir une paysannerie s'opposer à la bourgeoisie cupide qui accapare les terres et rompt avec un ordre millénaire basé sur la domination de la noblesse et du clergé qui était tout compte fait accepté par cette population rurale. Ainsi, la Bretagne, la Vendée, le nord et l'est de la France vont être des régions qui très vite vont basculer dans la contre-révolution. Des régions telles que le sud du Massif central sont également intéressantes à étudier. Pourquoi? Ce sont des régions où s'étaient réfugiés de nombreux protestants après la révocation de l'édit de Nantes. Ils ont constitué une bourgeoisie prospère qui utilise une main-d'œuvre rurale pour travailler la soie, le lin et le textile en général. La Révolution ayant accordé la liberté de culte et la liberté de pensée, on voit les bourgeois protestants adhérer massivement aux valeurs de la Révolution française et se faire les porte-voix de celle-ci. Ils vont s'opposer à leurs ouvriers catholiques qui voient dans la Révolution française la marque de la suprématie de leur patron. Ainsi, on voit que les tensions sociales se superposent à des tensions politiques, religieuses. On voit donc un petit peuple catholique s'opposer à la Révolution française qui est censée défendre leurs intérêts et leurs libertés. On voit donc que les lignes de fracture qui vont parcourir la société française sont complexes et multiples. De grandes mesures révolutionnent le pays, l'ancien régime est balayé en un an, disparition des provinces, des octrois internes au royaume, disparition de tous les privilèges des personnes, mais aussi des collectivités publiques, villes, provinces, et des corporations. On assiste ainsi à une véritable unification du territoire. Le nouveau pays se structure dans le cadre d'une régénération rationalisée et scientifique, unité des poids et mesures, création des départements, réorganisation des sociétés savantes, de l'éducation, naissance des musées nationaux,
le pays est en pleine effervescence. Les bases de la France moderne sont jetées. Elles seront définitivement entérinées par l'action napoléonienne que nous reverrons plus tard.